Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, en quatrième, nous allons nous intéresser à l'organisation de l'âge industriel avec notre deuxième cours sur ce thème. Et ce cours va nous amener à la deuxième révolution industrielle, va nous permettre d'étudier un symbole de cette révolution industrielle en France, la Tour Eiffel, mise en place en 1889 pour l'exposition universelle de cette année, on va l'étudier. Et cela va nous permettre aussi de comprendre le fonctionnement d'un système qui a été mis en place à ce moment-là, qui est devenu le système économique principal de la plupart des pays développés actuellement, le système dit du libéralisme économique ou appelé aussi capitalisme. Il se développe nettement avec la première révolution industrielle et on va justement aujourd'hui l'étudier. Donc on va diviser notre petit cours en trois moments. Donc première chose, alors clair et net, il y a une évolution forcément des progrès techniques au cours de la révolution industrielle. Les choses ne restent pas bloquées. On avait vu la fois dernière que la première grande nouveauté, c'est la fameuse machine vapeur de notre tout aussi fameux James Watt. Donc cette machine à vapeur qui se met en place, qui permet de créer une énergie qui soit pour la première fois une énergie qui n'est pas une énergie naturelle ou une énergie animale ou produite directement par la musculature de l'être humain. Cette énergie est issue de la vapeur. Il faut pour ça un combustible, rappelez-vous, c'est-à-dire en l'occurrence habituellement du charbon pour la première révolution industrielle. Et puis il vous faut de l'eau et tout un système qui vous permet de transformer avec les pistons le mouvement vertical du piston en un mouvement circulaire comme on l'avait vu. Les produits utilisés vont progressivement être transformés et on va inventer de nouveaux procédés techniques pour aller plus vite et plus loin. Il y a deux procédés principaux qui vont être inventés à la fin du 19e siècle et que nous allons aujourd'hui étudier. C'est l'électricité et l'utilisation du pétrole pour le moteur à explosion. Alors, premier procédé, l'électricité. L'électricité va être développée, on va le voir notamment autour de la période de la fin du 19e siècle. Et là, vous avez un des premiers exemples de l'utilisation en masse de l'électricité en 1900. Ça y est, on rentre dans le XXe siècle. Et lors de l'exposition universelle de Paris, où, regardez, on utilise, et on le voit très bien, de l'électricité pour la première fois en masse, avec le reste de la nuit parisienne très facilement visible ici, très sombre, avec des lampadaires au gaz, et tout ce lieu où va se tenir cette exposition, on va voir pourquoi, avec au centre un bâtiment que vous reconnaissez tous et toutes, c'est la Tour Eiffel, construite à l'occasion d'une autre exposition universelle 11 ans avant, en 1889. Et l'utilisation de l'électricité se fait à la fois pour envoyer des projecteurs sur les monuments de Paris, comme le Sacré-Cœur, etc., et pour, en même temps, le Sacré-Cœur qui est là sur le butte Montmartre, et en même temps pour éclairer cette zone de l'exposition universelle. Donc première nouveauté qui se met en place, l'électricité. Alors je vous le passe, la manière dont on va découvrir l'électricité, ça ce sera pour vos cours de sciences physiques, mais sachez que cette électricité qui va permettre l'éclairage justement public, de le rendre bien meilleur, est développée à la fin du Xe siècle. Deuxième chose, et on le verra cette fois-ci plus en détail lorsque nous ferons aussi la révolution des transports dans un troisième temps, on a des transports qui se développent avec d'abord des transports à vapeur, comme celui-ci. La locomotive à vapeur, je nous laisse ça pour notre révolution des transports, et puis ensuite des transports qui se développent comme la voiture. La voiture qui peut se développer à partir du moment où vous n'êtes pas obligé de pelleter votre charbon dans une chaudière pour pouvoir ensuite l'utiliser pour être le combustible. On invente à la fin du XIXe siècle, on perfectionne le moteur à explosion et on a les premiers réservoirs d'essence. Donc ce moteur à explosion qui va se servir directement de la combustion du pétrole, qui a besoin de ce liquide pour ça, va permettre de s'affranchir du combustible solide qu'est le charbon et de développer d'autres moyens de transport. Pendant que l'électricité, elle, servira par exemple au tramway, comme on le verra, donc à la fois pour des moyens de transport et pour de l'éclairage et pour tout simplement faire fonctionner des machines. Donc vous avez une évolution technique qui se passe, elle se passe à la fin du XIXe siècle. Je vous laisse des documents vidéo à voir aussi dans les liens de la vidéo pour pouvoir en savoir plus avec des explications sur la manière dont se fait cette deuxième révolution industrielle. Donc à la fin 19e, vous avez un changement très net. C'est pour ça qu'on parle d'une deuxième révolution, une seconde révolution industrielle,
toujours en Europe, hein, elle se passe en premier dans les pays qui ont connu la révolution industrielle, c'est-à-dire d'abord le Royaume-Uni et l'Allemagne et la France. Elle s'étend après en Italie, puis en Espagne, et puis aussi aux États-Unis. Donc l'Europe, à ce moment-là, reste encore la zone du monde qui est la plus développée et la plus puissante. La puissance américaine, ça vous le verrez en troisième l'an prochain, elle vient surtout des deux guerres mondiales que vous étudierez au XXe siècle. Donc, à partir des années 1880, dans les 20 dernières années du XIXe siècle, les progrès dans l'utilisation du pétrole, de l'électricité permettent à l'automobile de se développer, permettent à la chimie de se développer, puisqu'on va baser la chimie sur le pétrole, on appelle ça de la pétrochimie, on va inventer de nouveaux produits. Donc l'automobile se développe surtout après 1910, on le verra, c'est ce qu'on appelle la révolution des transports. Elle est donc liée à la deuxième révolution industrielle. Alors les pays vont tout à fait avoir envie de montrer au reste du monde leur propre progrès à travers des grandes expositions qui vont leur permettre de rassembler une population qui va venir voir les nouveautés qu'elle ne connaissait pas auparavant et qui va permettre de mettre en avant les spécificités de chaque pays, les découvertes de chaque pays. On appelle ces expositions des expositions universelles. Il y en a deux qui sont particulièrement connues. 1889 et 1900, toutes les deux ont lieu à Paris. Il y en a eu d'autres. La dernière, la plus connue, la dernière, est lieu à Bruxelles en 1969. Mais ces expositions universelles qui vont regrouper les machines et productions de nombreux pays, à quoi ressemblent-elles? Alors regardons maintenant nos fameuses expositions universelles. Alors voilà le plan de l'exposition universelle de 1900 pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors regardez bien la légende de cette image. Vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qu'on montre dans une exposition universelle. Regardez. Qu'est-ce qu'on montre dans une exposition universelle? Qu'est-ce qu'on expose, quoi? Vous avez vu? Alors, on va se mettre le petit pointeau fixe pour qu'on puisse ensemble étudier nos documents. Voilà. Donc, dans notre exposition universelle de 1900, comme vous avez pu le voir, on va montrer deux types de choses. La première, c'est qu'on va prouver les nouveautés. Alors, quelles sont les nouveautés de 1900 qu'on va montrer? Une nouveauté technique, le palais de l'électricité, la galerie des machines, les nouveautés agricoles notamment. Donc tout ça, c'est les progrès techniques. Donc dans les expositions universelles, on va montrer le progrès technique. Donc elles servent à ça, montrer le progrès technique en exposant les machines, les nouveautés issues de la révolution industrielle. On va montrer une deuxième catégorie de choses, ce sont les richesses notamment coloniales, puisque beaucoup des produits qui vont être utilisés pour produire notamment ces nouvelles richesses sont issus des colonies, donc des richesses cette fois-ci coloniales. Aujourd'hui, les bâtiments à Paris du Trocadéro, près de la Tour Eiffel, sont issus justement de ces deux expositions universelles de 1889 et surtout 1900. Donc, on va montrer les richesses coloniales. Troisième chose, on va avoir une exposition qui va être à destination d'un public. Donc on va avoir tout un circuit que ce public peut faire pour visiter l'exposition. Il rentre par la porte monumentale, il y a des expositions artistiques qu'il peut voir, il peut, dans chaque palais de chaque nation, dans un endroit qu'on appelle la rue des Nations, voir l'ensemble des progrès techniques qui sont créés dans chacun de ces différents pays. Il y a une reconstitution qui est faite grâce aux nouvelles technologies de l'époque des monuments et édifices parisiens. Il y a un palais de la navigation qui nous montre également, alors ça on peut le mettre en vert, les progrès qui sont faits dans le domaine des bateaux et de la navigation. Et on va même avoir une grande roue que l'on crée et que l'on fait fonctionner grâce aux nouveautés techniques. Et puis ce bâtiment, la Tour Eiffel, qui lui-même représente très bien les nouveautés de la révolution industrielle. Pourquoi? C'est ce qu'on va étudier maintenant. C'est ce qu'on appelle le clou de cette exposition. Donc elle va être visible, elle était d'ailleurs prévue pour être au départ visible uniquement pendant deux expositions universelles, celle de 1889 et celle de 1900. Pourquoi est-elle encore là aujourd'hui? C'est ce que nous allons maintenant étudier. Vous le trouverez dans le document sur la Tour Eiffel, qui s'appelle donc Tour Eiffel et qui est visible dans votre Google Drive.
ce document, il vous pose 4 questions. À quelle occasion la tour Eiffel est-elle construite? Quel est le matériau principal utilisé pour la construire? De quoi est-elle le symbole? Y a-t-il eu des adversaires à sa conservation et pourquoi? Vous trouverez la réponse aux 3 premières questions à la 2e page de notre document, celui-ci. Alors regardez bien, cherchez la réponse à nos 3 questions. Les 3 questions sont en première page, le document est en 2e page. Alors vous avez vu, faisons maintenant donc le bilan. Comme vous avez pu le constater, elle est construite à l'occasion de 1889, de 1887 à 1889, pendant 2 ans, vous allez avoir les travaux et un photographe qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui n'a pas mis son nom sur les clichés, mais heureusement on les a retrouvés, nous a permis de voir toutes les étapes de la construction progressive en plusieurs photos, j'en ai mis 8 ici, de la tour Eiffel. Donc elle a été d'ailleurs réalisée, et ça vous le verrez en page 3 de votre document. Donc lisez bien ceci également, vous allez voir que la tour Eiffel a été réalisée quelques heures, elle a été finie quelques heures avant juste l'inauguration. Hein. C'était vraiment ric-rac, il a fallu vraiment accélérer les travaux à la fin, on n'était pas sûr du tout qu'elle ait fini d'être peinte d'ailleurs pour le début de la révolution industrielle, de l'exposition universelle de 1889. Donc, à quelle occasion est-elle construite? Elle est construite à l'occasion donc de, marquons-le, de l'exposition universelle à Paris en 1889. Vous rajouterez le X, que je ne peux plus rajouter maintenant. Ou sinon ça va être très très laid. Oui, c'est pas terrible. Donc l'exposition universelle à Paris en 1889. Le matériau principal qui est utilisé pour la construire, comme vous le voyez, effectivement, c'est le fer. Donc elle est construite en métal, c'est de la métallurgie, de la sidérurgie. On utilise notamment la fonte. La fonte qui est proche de l'acier, donc de la sidérurgie. Comme vous avez pu le constater si vous avez lu les documents, c'est le premier bâtiment qui est construit dans ce matériau et qui est aussi haut. Donc c'est vraiment un symbole, et c'est la question justement 3 qui vous l'indique. De quoi? Eh bien, c'est un symbole forcément de la révolution industrielle. Alors pourquoi c'est un symbole de la révolution industrielle? Pour 2 raisons. D'abord à cause de son matériau de construction, c'est donc le symbole des nouvelles techniques de la révolution industrielle à ce propos-là, donc à cause du matériau. Plus également, vous l'avez vu aussi si vous avez tout lu, de son éclairage. Pourquoi? Parce que son éclairage, d'abord au gaz, va devenir très rapidement électrique pour l'exposition universelle de 1900. On va corriger la faute avant. Voilà. Donc, vous voyez un bâtiment qui est construit et qui au départ aurait dû d'ailleurs être démantelé. Pardon, je fais beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Aurait dû être démantelé après 1900, mais comme il avait un grand impact touristique et rapportait beaucoup d'argent, il n'a pas été détruit et est devenu maintenant le symbole de la France, tout simplement. C'est un des monuments dans le monde qui a le plus de taux de reconnaissance. On montre la photo de ce monument et les gens le reconnaissent. Donc, notre tour Eiffel, je dis notre parce qu'elle est effectivement devenue le symbole de la France et des Français, a eu ce rôle, justement en 1889, d'être le clou du spectacle pour l'exposition universelle de Paris et pour celle de 1900 aussi, grâce à son éclairage que vous voyez en bas à droite sur votre feuille, les illuminations nocturnes. Et d'ailleurs, regardez, nouveau procédé de la révolution industrielle aussi, pour la première fois, il s'agit d'une photographie. Le daguerréotype de daguerre, puis la photographie se mettent en place au cours du 19e siècle grâce à la chimie. Et cette chimie, elle est aussi permise par l'utilisation du pétrole qui va développer cette chimie qu'on appelle la pétrochimie. Donc des produits chimiques vont même permettre de mettre en place la photographie argentique. Il y a
une révolution de tout, hein, pas seulement de l'industrie, mais aussi des arts, également de la manière de vivre et des modes de vie, puisque, par exemple, l'électricité, d'abord utilisée pour ces éclairages de la Tour Eiffel, va progressivement, très très progressivement, se répandre dans la population et devenir la norme au niveau de l'éclairage d'abord public et même ensuite de l'éclairage des maisons. Il a fallu attendre très longtemps, par contre, souvent la deuxième moitié du XXe siècle, pour que ça se développe dans les campagnes les plus reculées. Donc il y a un vrai laps de temps qui se passe entre notamment Paris et les autres grandes métropoles et les campagnes françaises. Donc pourquoi 1889 à Paris pour l'exposition universelle d'ailleurs? Parce que c'est le centenaire de la Révolution française, 1789-1889. Donc cette exposition a un thème, le fer, et le clou du spectacle, c'est cette tour Eiffel. Aujourd'hui, ce monument est considéré comme beau, tellement qu'il en est devenu symbolique. À l'époque, il a des gens qui sont ses contempteurs et ils n'en veulent pas. La question, c'est pourquoi. Et là, vous trouverez la réponse dans le texte qui est à gauche, dans la première page de ce que vous avez devant les yeux. Donc regardez bien ce texte et dites-moi, pour répondre à la quatrième question, la dernière, y a-t-il eu des adversaires à la conservation de la Tour Eiffel et quels sont leurs arguments? Pourquoi n'en voulaient-ils pas? Vous avez là un extrait d'un texte qui est paru dans un journal, Le Temps, en 1887, signé par, vous allez voir, des gens importants du monde des lettres et des arts, des artistes importants. Et il s'appelle Protestation contre la tour de M. Eiffel. Ça nous permettra aussi de voir qui est ce fameux Eiffel. Alors lisez bien ce document pour répondre à cette question. Y a-t-il eu des adversaires à la conservation de la tour Eiffel et pourquoi? Alors, comme vous avez pu le voir, très étrange de lire cette chose-là actuellement, puisque la tour Eiffel est un monument qui est considéré comme symbolique. Il y a eu beaucoup de gens, notamment d'artistes, qui n'ont pas voulu de la tour Eiffel et qui ensuite ont critiqué beaucoup ce monument. Alors Charles Gounod, musicien, on va essayer de se mettre quelque chose d'un peu plus facile à voir, comme ça par exemple, voilà. Donc Charles Gounod, musicien, compositeur, Guy de Maupassant, le célèbre écrivain, Alexandre Dumas fils, écrivain également, Les Trois Mousquetaires. Donc, Maupassant, le Horla, tout ça. Donc, ces gens-là écrivent dans la lettre de protestation contre la tour de M. Eiffel au directeur des travaux de l'exposition universelle. Alors pourquoi la tour de M. Eiffel en plus? Parce que le fameux Eiffel, Gustave Eiffel, est l'ingénieur qui construit les plans de la tour. L'artiste qui va permettre aussi de mettre tout ça en place, le dessinateur Maurice Koechlin, et l'ingénieur Gustave Eiffel vont mettre en place les plans. Et pour la première fois, c'est pas vraiment un artiste qui en charge toute la construction. C'est pas vraiment un architecte, c'est un ingénieur. Et ça montre aussi l'utilisation de nouvelles technologies, nouvelles techniques. Et ça fait partie de ce contre quoi ils protestent. Ils pensent que ce bâtiment est laid parce qu'il est industriel. Il fait partie de ces nouveautés technologiques et pour eux, elles n'ont pas à être montrées au public dans le cadre d'une architecture classique. Là, vous avez quand même une position assez rétrograde sur le progrès, justement. Ils voudraient que l'architecture reste telle qu'elle était au XVIIIe, XIXe siècle. Alors, quels sont leurs arguments à ce propos? Regardons donc notre texte. Donc, qui proteste? Des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des architectes qui se disent amateurs de la beauté de Paris. Contre quoi protestent-ils? Contre les mercantiles, c'est-à-dire qui sont là pour être payés, pour gagner de l'argent, imagination d'un constructeur de machines. Ça y est, vous l'avez vu, on accuse Eiffel d'être un constructeur de machines et de ponts. En réalité, c'est quelqu'un qui était spécialisé dans les structures métalliques aussi des ponts, dans les structures métalliques de bâtiments. Et cette tour Eiffel est le premier bâtiment dont on voit directement la structure. Il n'y a pas un parement devant en briques, il n'y a pas un parement en pierre, on voit l'intérieur. D'ailleurs, ça fait partie de leurs arguments contre la tour Eiffel. Pourquoi? Première chose, il la compare à une cheminée d'usine. Ils disent qu'elle est trop grande, vertigineusement ridicule. Il faut dire que c'est le plus grand bâtiment du monde à l'époque, avec les 300 mètres, nettement plus grand que les 150 mètres des bâtiments précédents. Qui humilie les autres monuments de Paris, qui rapetissent les architectures. C'est une odieuse colonne de tôle boulonnée. Vous voyez que le matériau dont elle est construite ne leur plaît pas.
Alors, il y a plein d'autres pamphlets. Un pamphlet, c'est une critique très violente qui sont faits, qui la comparent à un lampadaire, un mât de fer. Là, on parle d'échelle de fer, d'un squelette de fer, un profil de cheminée d'usine, et là aussi une usine en construction. On nous dit que c'est même un suppositoire criblé de trous. Il y a un vocabulaire qui revient très très souvent là-dedans. Vous l'avez vu, c'est le vocabulaire de l'industrie. Donc ceux qui sont à l'époque contre la Tour Eiffel n'en veulent pas parce que ce serait une manifestation industrielle liée à des ingénieurs et pas à des artistes. Donc oui, il y a eu des adversaires, donc certains artistes, pas tous, mais une bonne part, certains artistes sont contre, donc ils protestent. Contre quoi protestent-ils ? Il s'agirait de quelque chose qui est lié au monde de l'entreprise, au monde de l'industrie. Ce serait une architecture industrielle. Donc voilà ce qui est contesté, que la Tour Eiffel est une architecture industrielle. Alors pourquoi elle serait industrielle ? Parce qu'elle ferait penser aux usines. De deux manières. Par son matériau, donc la fonte, plus par sa forme et par le fait qu'elle n'ait pas de parement qui la recouvre. Donc, elle est considérée comme faisant partie du monde industriel et pas artistique par un certain nombre d'adversaires. Alors vous le voyez, l'histoire leur a donné tort, même si c'était des artistes extrêmement valables dans leur propre domaine, puisque la Tour Eiffel est maintenant symbolique notamment de notre pays. Donc si on fait le compte, en 1889, vous voyez bien que on montre tous les progrès technologiques dans le cadre d'expositions universelles. Le clou des expositions universelles, quand elles sont en France en 1889 et en 1900, c'est la Tour Eiffel, qui nous démontre les nouveautés technologiques de la première et la deuxième révolution industrielle. La première par son matériau, la fonte, donc la sidérurgie inventée à partir du début du 19e, et la deuxième révolution industrielle avec la manière dont elle est éclairée par de l'électricité pour l'exposition universelle de 1900. Donc voilà qui nous prouve le rôle de la Tour Eiffel. Mais alors comment construire tout ça ? Comment trouver assez de financement pour construire toutes ces machines, pour construire ces bâtiments, pour construire ces monuments, pour extraire ces nouveaux produits qu'on a besoin d'extraire par des mines ? On va inventer un nouveau système pour permettre d'avoir assez d'argent, parce qu'une personne seule aurait beaucoup de mal à avoir assez de fonds pour construire l'ensemble d'une usine ou de plusieurs usines, et pour même aller dans d'autres pays récupérer éventuellement des matières premières. On invente un système qu'on appelle le capitalisme pour ce faire et que l'on va étudier maintenant. Donc le capitalisme, aussi appelé libéralisme économique. Alors qu'est-ce que c'est que ce système du libéralisme ? Là, vous le voyez dans ce que je vous ai mis dans le Google Drive qui s'appelle Âge industriel exercice. Et attention, là, on arrive vers quelque chose de plus compliqué. Ce que je vous recommande de faire, c'est de bien regarder cette page qui est là, et nous allons l'évoquer et l'expliquer en détail lors de notre prochaine vidéo pour que vous compreniez comment se met en place le système capitaliste. Voilà, donc d'ici là, comme d'habitude, nous allons nous arrêter pour cette fois-ci avec l'ensemble de notre étude de la Tour Eiffel et de ses monuments et de ses nouveautés de la deuxième révolution industrielle, parce qu'on aborde un gros morceau. Ensuite, le capitalisme, c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre, mais qu'il faut que vous compreniez, parce que cette notion de capitalisme est encore le système économique qui régit la grande majorité des démocraties occidentales actuellement, dont la France, et vous étudierez l'an prochain, en troisième, d'ailleurs, le deuxième type de système économique qui existe en détail dans certains pays après la Deuxième Guerre mondiale, le système notamment du communisme, dont on étudiera aussi les bases politiques avec Karl Marx déjà cette année. Donc on opposera ces deux systèmes, le système dit communiste et le système dit capitaliste.
Ça, c'est pour notre prochain cours qui aura lieu en début de semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de vous porter bien.